dernière. Voilà donc les titres de l'actualité de cette journée. Un antenne de midi qui nous permet aujourd'hui de recevoir comme invité Monsieur Bernard Pons. Bernard Pons est venu à la politique par amitié pour Georges Pompidou, c'était il n'y a pas très longtemps, en 1967. Il est devenu député du Lot et conseiller général de Cajar, avant de faire partie du gouvernement Chaban-Delmas où il s'occupait de l'agriculture. De sa carrière parlementaire, on se souvient surtout de ses discours passionnés en faveur de la loi Veil sur l'interruption de grossesse, des discours nourris de son expérience de médecin. On se souvient aussi de ses mots très durs pour le gouvernement depuis la création du RPR dont il est l'un des fondateurs. Aujourd'hui, Bernard Pons est toujours député, mais de l'Essonne cette fois. Il est surtout secrétaire général de la formation gaulliste. Et on peut se demander finalement si ce nouveau rôle vous va très bien, si vous ne préfériez pas être député. On vous a senti un petit peu mal à l'aise lorsque vous avez pris vos fonctions. Je n'ai pas eu l'impression d'être mal à l'aise. Je ne crois pas avoir donné cette impression. Je me sens très bien dans ma peau. Je dois dire que c'est une fonction peut-être difficile, mais passionnante. Vous avez dit tout à l'heure qu'on m'avait remarqué ces derniers temps par des propos durs. Je crois que mes propos s'efforcent d'être dans le droit fil de ce que je pense. Vous êtes homme politique mais aussi médecin. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de parler de médecine tout à l'heure. Vous ne regrettez pas l'exercice constant de la médecine? Vous savez, je crois que quand on a été médecin, on le reste un petit peu tout le temps. Mais dans la vie d'un homme, il y a un certain nombre de choix, il y a des changements. Je suis entré dans la politique en 1967, dans des circonstances particulières, et je dirais que, au niveau parlementaire, il n'y a pas tellement de différence entre l'action du médecin et l'action de l'homme politique. En tous les cas, je peux dire que pour l'homme politique que je suis, mon expérience de médecin a été très profitable. Bien, Monsieur Bernard Pons, pour dialoguer avec vous et avec nous, deux personnalités que vous avez vous-même invitées. À votre droite, Philippe Clay, que tout le monde connaît, je crois, et un peu plus à votre droite encore, un homme que les téléspectateurs découvrent, je pense, pour la première fois sur le petit écran. Il s'agit du maire d'une petite commune, Bondoufle, et c'est Monsieur Marcille, avec lequel nous parlerons, je pense, beaucoup sécurité et dans les villes moyennes et dans les bourgades. C'est un sujet qui actuellement le passionne. Mais nous allons commencer avec ce qui se passe en Pologne, car depuis ce matin, la Cour suprême polonaise est réunie et elle examine l'appel du syndicat indépendant Solidarité qui proteste contre la décision du tribunal administratif qui avait décidé d'inclure dans ses statuts une référence au rôle dirigeant du Parti communiste polonais. Alors de Varsovie, Jean-Michel Tondre de l'agence France Presse. La session de la Cour suprême s'est terminée peu après 11 heures et les juges se sont retirés pour délibérer. On attend maintenant leur verdict d'un moment à l'autre. L'atmosphère est à l'optimisme. Au cours de la session, en effet, le procureur de la République a estimé que le tribunal avait outrepassé ses droits en modifiant les statuts de solidarité, ce qui laisse penser que l'on s'achemine vers une cassation du jugement prononcé en première instance. Reste à savoir si la Cour renverra le syndicat devant le tribunal administratif ou si elle prendra elle-même une décision définitive. L'ambiance de la session, en tout cas, était à la conciliation et les membres de Solidarité, tout à l'heure, manifestaient un optimisme raisonnable. Jacques-Michel Tondre, AFP Varsovie. Bien, alors Jean-Alfredo, on vient d'entendre Jean-Michel Tondre, c'est la conciliation qui semble-t-il l'emporte là. Attendons de voir quelle va être la décision des juges tout à l'heure. Le procureur qui dit... Le procureur de la République, donc le porte-parole du gouvernement, est intervenu ce matin pour aller dans un sens de la conciliation. C'était d'ailleurs, nous l'avions annoncé pour le jour précédent, il y avait un espoir de compromis en fait sur cette fameuse décision du 24 août du tribunal administratif qui avait inclus donc le rôle dirigeant du parti. Le compromis pouvant se faire sur le fait que les statuts de solidarité restaient tels qu'ils avaient été déposés par le syndicat et qu'en annexe de ces statuts, les accords de Gdansk devaient figurer dans lequel le rôle dirigeant du parti est rappelé. Ceci se faisant quand même, il faut bien le souligner, dans une atmosphère quand même de tension en Pologne, où d'un côté comme de l'autre, on a voulu, dans cette veillée d'armes avant la grève possible d'après-demain, marquer des points à Gdansk. Il y a toujours une grève qui est en lieu avec occupation de la préfecture, de la ville. Et d'autre part, le gouvernement a fait grand cas de manœuvres communes polono-soviétiques qui se sont déroulées dans le nord du pays pour montrer d'une certaine manière que la rencontre entre M. Kania et Brejnev le 30 octobre dernier avait bien marqué quels étaient les points limites à ne pas dépasser. Mais alors pourquoi cette réunion de la Cour suprême justement aujourd'hui finalement? On aurait pu attendre un tout petit peu ou la faire avant. Mais écoutez, je dirais que c'est peut-être la dernière chance et la dernière occasion d'une conciliation. Car s'il y a accord tout à l'heure à Varsovie, cet accord aurait pu avoir lieu il y a 1 mois et demi.
car voilà 1 mois et demi que le syndicat Solidarité avait accepté cette base de compromis et qu'il y avait eu un coup de force du tribunal administratif et donc une intimidation de la part du gouvernement pour un peu diviser le syndicat et essayer de récupérer à son profit ce mouvement. Les manœuvres soviéto-polonaises, c'est aussi l'intimidation à l'égard des syndicats? Bien sûr, c'est une façon de montrer nous existons, nous devons travailler dans un esprit de collaboration avec l'Union soviétique, nous devons être romantiques aux couleurs de la géopolitique. Alors, s'il y a compromis aujourd'hui, eh bien, ce compromis a lieu quand même sur un fond qui est dramatique, en particulier sur le plan économique. Alors, ce qui pose problème, finalement, c'est la petite phrase sur le rôle dirigeant du Parti communiste polonais. Absolument. C'est effectivement ce qui inquiète le plus les soviétiques, c'est que l'on retire cette petite phrase. Absolument, parce que là, nous sommes dans une situation, je dirais, de l'intolérable. À savoir qu'il ne peut être question dans une démocratie populaire qu'aucun groupe social, aucune force ne puisse être indépendante finalement du pouvoir ouvrier. Et si Solidarité, on accepte son indépendance, en fait, le cadre dans lequel ce syndicat doit se mouvoir est celui de la Constitution polonaise où ce rôle dirigeant du Parti ouvrier est reconnu. Et tout va se jouer même dans les semaines qui viennent, et c'est à savoir si cela pourra véritablement entrer dans une phase très active, si cette notion d'indépendance, même avec rôle dirigeant reconnu du bout des lèvres, mais reconnu quand même, pourra se faire, ou alors s'il n'y aura pas une tentative de récupération beaucoup plus complète par le pouvoir, malgré tout. Monsieur Bernard Pons, cette situation en Pologne, bien qu'elle semble évoluer favorablement actuellement, vous inquiète, comme tous les autres leaders politiques français? Je considère que c'est l'événement le plus considérable qui s'est produit dans le monde soviétique depuis 1945. Et nous sommes à l'heure actuelle suspendus à la décision de la Cour suprême. Et je crois que quelle que soit la décision, les conséquences en seront quand même très importantes et très graves. Ou bien la Cour suprême confirme la décision du tribunal, et à ce moment-là, les syndicats Solidarité, qui représentent 8 millions de travailleurs, ne l'accepteront pas. Ou bien la Cour suprême reconnaît ce que souhaitent les syndicats Solidarité, et ce sera un coup d'accélérateur extraordinaire pour les syndicats Solidarité, qui, je le répète, représentent 8 millions de travailleurs, et je rappelle que 2 millions de membres du Parti communiste et 2000 membres du Parti communiste ouvriers à Gdansk ont déchiré leur carte du Parti communiste, ce qui fait qu'aujourd'hui le Parti communiste ne peut plus prétendre représenter les travailleurs. Alors on assiste là, si la décision va dans le sens de ce qui semble être indiqué, on assiste là à la naissance d'un contre-pouvoir en Pologne, ce que les Russes n'admettront certainement jamais. Alors la Pologne a connu des événements graves, difficiles, en 1956, en 1970, et les Russes, par des méthodes progressives, avaient récupéré en quelque sorte la situation. Mais quand on voit ce qui se passe en Allemagne de l'Est, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, on s'aperçoit que un cordon de sécurité est en train d'être mis en place autour de la Pologne, et je dis qu'il y a là une situation explosive qui peut déclencher des événements internationaux très graves du jour au lendemain. Je voudrais à cet égard saluer le courage absolument remarquable et le sang-froid du peuple polonais, plus particulièrement des travailleurs polonais. Comment avez-vous accueilli la petite phrase de l'un des adjoints de M. Ronald Reagan qui a déclaré ce matin que les États-Unis ne resteraient pas les bras croisés si les Soviétiques intervenaient? Et je crois qu'il faut prendre cette phrase comme la phrase d'un représentant d'un grand pays qui est déterminé dans une action. Je pense d'ailleurs que les Russes vont se satisfaire de cette attitude. Vous savez, les Russes sont des gens plutôt raisonnables. Ils préfèrent avoir affaire à un interlocuteur dont ils connaissent la détermination. En définitive, je crois que les Russes ne comprenaient pas la politique de M. Carter, et ils ne savaient jamais très bien dans quel sens on pouvait jouer. Alors lorsqu'on parle de détente, il ne faut pas parler de détente globale, ça ne représente rien. Pour les Russes, leur rôle, c'est progressivement d'amener la révolution partout. Et chaque fois qu'ils trouvent une faille ou un trou, ils y vont. Mais dès qu'il y a une résistance, dès qu'il y a l'affirmation d'une volonté, alors ils examinent le problème différemment. Et je crois que M. Reagan a affirmé d'entrée de jeu sa volonté.
La détente, la liberté syndicale, ce sera aussi des thèmes abordés à Madrid lors de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Une réunion qui commencera demain. 35 pays sont concernés. Pour l'instant, aucun ordre du jour n'a pu être établi en dépit de nombreuses semaines de négociations. Madrid va donc voir se réunir 35 délégations et des centaines de dissidents venus du monde entier vont également se regrouper dans la capitale espagnole. Une capitale qui n'a pas tellement l'habitude de ce genre de conférence. Alors cela explique que des mesures de sécurité très strictes aient été prises, la police est mobilisée et la garde civile est quasiment sur le pied de guerre. Plusieurs milliers d'hommes sont ainsi chargés jour et nuit d'assurer la sécurité dans la ville. Jean-Pierre Biondi, l'aspect politique de cette conférence, quelle est l'origine et le but de cette réunion de 35 délégations? Eh bien, cette conférence a pour but d'étudier la détente en Europe. Elle s'appelle d'ailleurs Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Elle fait suite à la conférence d'Helsinki en 1975 et à celle de Belgrade en 1977. À vrai dire, elle réunit 35 pays, tous les pays européens, moins l'Albanie, plus les États-Unis et le Canada. Et alors, l'inconnu de cette conférence, c'est la position soviétique. Justement, on ne sait pas très bien s'ils seront à Madrid ou s'ils n'y seront pas. Oui, c'est compliqué parce que, si, les soviétiques seront à Madrid. On attend le vice-ministre des Affaires étrangères dans la journée. Mais la position des soviétiques est compliquée parce que Léonid Brejnev tient beaucoup à cette conférence dans la mesure où elle peut consolider l'acquis d'Helsinki sur le partage de l'Europe. Mais d'autre part, il y a un point sur lequel les soviétiques ne veulent pas discuter et qui était prévu dans les accords d'Helsinki, c'est le problème des droits de l'homme. Or, les droits de l'homme, on peut le dire, ont souffert depuis 5 ans. Rappelons l'affaire Sakharov, rappelons les brouillages des radios occidentales, etc., etc. Or, les soviétiques considèrent que parler de tout ça et de l'Afghanistan, bien entendu, c'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Alors, on en est là. Vous avez dit que les pourparlers avaient buté, les pourparlers préparatoires avaient buté depuis 9 semaines, et donc demain, on verra si les soviétiques choisissent d'ajourner la conférence, ce qui à ce moment-là marquerait un tournant dans leur politique, ou au contraire vont faire des concessions qui permettront à la conférence de se tenir réellement. Oui, M. Bernard Pons, c'est pas un peu dérisoire de tenir une conférence sur la sécurité et la coopération en Europe alors qu'il y a eu l'Afghanistan avec les soviétiques, la Pologne, la situation en Pologne? Je crois que cette conférence démarre dans une situation extrêmement ambiguë. D'abord, on a le sentiment que les Russes ne tiennent pas tellement à ce que cette conférence s'ouvre, puisqu'ils refusent un des points qui était prévu à l'ordre du jour, c'est-à-dire les droits de l'homme. Quant aux Américains, ils vont être représentés par l'administration Carter, car M. Carter est président des États-Unis jusqu'au 26 janvier. Et M. Carter, ayant été battu, va donner des instructions à son administration pour être très ferme sur les droits de l'homme. Donc je crois que vraiment cette conférence démarre dans des conditions extrêmement curieuses. Quant à M. Reagan, il lui ne veut pas du deuxième volet de l'ordre du jour, c'est-à-dire du problème des armements, de la limitation des armements, puisqu'il dit les